Salut à toutes et à tous, bienvenue en SVT. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui est digne d'un film d'aventure. Comment la vie fait-elle pour conquérir un territoire qui est, totalement vide? On va découvrir que pour survivre et s'étendre, les êtres vivants ont de véritables super-pouvoirs. C'est une histoire incroyable de stratégie et d'adaptation. Vous êtes prêts? Allons-y. Alors pour commencer, je vous emmène en Islande, en 1963. Imaginez un peu le spectacle. Une éruption volcanique sous-marine et hop, une île toute neuve sort de l'océan. On l'appelle Surtsey. Au début, ce n'est qu'un immense rocher stérile. De la cendre, de la lave refroidie, bref, absolument aucune trace de vie. Rien. Et pourtant, quelques années plus tard, Surtsey est pleine de vie. On y trouve des plantes, des insectes, des oiseaux. Alors, la grande question, c'est comment ont-ils fait? Comment la vie a-t-elle pu coloniser ce milieu qui semblait au départ complètement inhospitalier? C'est ce mystère qu'on va résoudre ensemble aujourd'hui. Ok, pour comprendre ça, il faut d'abord qu'on maîtrise les bases. On doit connaître les deux grandes stratégies que la nature a développées pour se multiplier et peupler un environnement. On peut voir ça comme ses deux armes secrètes. La première stratégie, c'est la reproduction asexuée. Pensez-y comme à une sorte de clonage naturel. Un seul individu, tout seul, est capable de produire des descendants qui sont ses copies conformes, des clones parfaits. C'est une méthode hyper efficace pour envahir un milieu très très vite, quand les conditions sont bonnes évidemment. Un bon exemple, c'est la jussie, une plante envahissante qui utilise des stolons, des sortes de tiges rampantes, pour s'étendre à toute vitesse. Et la deuxième stratégie, c'est la reproduction sexuée. Là, c'est différent. Il faut deux parents, ou au minimum la rencontre d'une cellule mâle et d'une cellule femelle. Et le résultat? Des descendants qui sont tous uniques. C'est un vrai brassage, un mélange des caractéristiques des deux parents. Alors oui, c'est plus lent, mais l'avantage est énorme, ça crée de la diversité. Et cette diversité, c'est la clé pour pouvoir s'adapter si jamais l'environnement se met à changer. Donc, si on résume et qu'on met les deux face à face, d'un côté, on a la reproduction asexuée. Son point fort, la vitesse. Un seul parent, des descendants identiques, et l'objectif, c'est de coloniser. De l'autre côté, la reproduction sexuée. Son point fort, la diversité. Il faut deux parents, les descendants sont uniques, et l'objectif, cette fois, c'est de s'adapter. Deux stratégies, deux buts bien différents. Bon, maintenant qu'on a posé les bases théoriques, on va voir comment ça se passe dans le concret. Et pour ça, on va étudier un animal absolument fascinant qui, justement, est capable de faire les deux. L'hydre. L'hydre, c'est ce petit animal d'eau douce, d'apparence très simple, mais qui va nous permettre de comprendre un principe fondamental en biologie, l'influence directe du milieu de vie sur le mode de reproduction. Alors, des scientifiques ont fait une petite expérience. Ils ont élevé des hydres dans des aquariums en faisant varier les conditions. Et regardez bien ce qu'ils ont observé. Quand la température est agréable et que la nourriture est abondante, que fait l'hydre? Elle bourgeonne. C'est sa façon de faire de la reproduction asexuée. Elle se clone. Mais attention, dès que la nourriture se fait rare ou que la température chute, l'hydre change complètement de stratégie et passe à la reproduction sexuée. La conclusion de cette expérience, elle est limpide. L'hydre est capable d'adapter sa reproduction en fonction des conditions de son environnement. Quand tout va bien, que le milieu est stable, elle en profite pour se multiplier très vite par clonage. Mais dès que les conditions deviennent difficiles, stressantes, elle investit dans la reproduction sexuée. Pourquoi? Pour créer des descendants diversifiés en espérant que certains d'entre eux seront mieux armés pour survivre à ces nouvelles conditions difficiles. C'est une question de survie. Et cette capacité d'adaptation, elle peut prendre des formes vraiment surprenantes dans le monde animal. Tenez, le saviez-vous? Certains poissons, comme le célèbre poisson clown ou le mérou, peuvent carrément changer de sexe au cours de leur vie. Si jamais il manque des mâles ou des femelles dans le groupe, l'un d'eux se transforme pour assurer la reproduction. La nature est vraiment pleine de ressources. Se reproduire, c'est bien sûr essentiel pour la survie d'une espèce. Mais ce n'est pas gratuit. Ça a un coût. Produire des œufs ou des petits, puis s'en occuper, ça demande une énergie folle. C'est ce qu'on appelle en biologie le coût de la reproduction. Regardez un peu ces données qui ont été collectées sur différentes espèces d'oiseaux. On a d'un côté le nombre de petits parents et de l'autre le taux de mortalité des parents. Alors qu'est-ce qu'on remarque en lisant ce tableau? C'est assez clair, non? Plus une espèce a d'oisillons à élever, plus ses parents ont de risques de mourir dans l'année. Et ce graphique le montre de façon vraiment spectaculaire. Regardez la différence. On passe d'un seul oisillon par an à 2, et hop, le risque de mortalité pour les parents grimpe de 21% à 43%. On fait plus que doubler le risque. C'est énorme. La leçon à retenir ici, elle est donc très importante. S'occuper d'une grande progéniture, c'est épuisant et c'est même dangereux. Tous les allers-retours pour trouver de la nourriture, ça fatigue les parents et ça les expose aux prédateurs.
Il y a donc toujours un équilibre, un compromis à trouver entre le nombre de descendants qu'on peut avoir et les chances de survie des parents pour pouvoir, peut-être, se reproduire l'année suivante. Bon, on arrive à la fin de notre enquête. C'est donc le moment de faire un bilan bien clair de tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Sortez les stylos virtuels, voici le mémo SVT. Alors, voici les 4 points clés à retenir. Premièrement, la reproduction asexuée, c'est l'option vitesse, idéale pour coloniser un milieu quand tout va bien. Deuxièmement, la reproduction sexuée, c'est l'option diversité, essentielle pour s'adapter et survivre au changement. Troisièmement, on a vu que ce sont les conditions du milieu, la nourriture, la température, qui vont dicter quelle stratégie est la meilleure à un instant T. Et enfin, le peuplement d'un milieu, c'est toujours une question d'équilibre délicat entre ces deux grandes forces, la colonisation rapide d'un côté et l'adaptation sur le long terme de l'autre. Et maintenant, on peut enfin répondre à notre question de départ. Comment la vie a-t-elle colonisé l'île de Surtsey? Eh bien, grâce à une combinaison intelligente des deux stratégies. Les tout premiers arrivants, sans doute des graines, des spores, transportés par le vent ou les oiseaux, ont probablement utilisé la reproduction asexuée pour s'implanter très vite. Et ensuite, la reproduction sexuée a pris le relais pour créer la diversité génétique indispensable pour s'adapter durablement à ce nouvel environnement. Et je vais vous laisser avec une question pour réfléchir. Aujourd'hui, on le sait, notre planète fait face à des changements très rapides et à l'échelle mondiale, notamment le changement climatique. Dans ce contexte, à votre avis, quelle stratégie de reproduction, la rapide ou la diversifiée, offrira les meilleures chances de survie aux espèces? La réponse n'est pas si simple, et c'est l'un des plus grands enjeux de la biologie de demain. Et voilà pour ce décryptage sur les stratégies de la vie. J'espère que tout est plus clair maintenant. Si ce format vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines explorations scientifiques. À très bientôt!